Bien, merci. Merci à tous les participants. Donc, cette première table ronde sera véritablement consacrée à l'étude des répressions ayant visé certaines nations et minorités ethniques. En l'occurrence, sera plus focalisée sur les Ukrainiens et les Polonais, mais aussi à la manière dont l'histoire et la mémoire de ces répressions, en particulier en Ukraine, ressurgit à l'occasion de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, je suis heureux de présenter les trois intervenants. D'abord, Roman Podkour, qui est chercheur à l'Institut d'histoire d'Ukraine, qui a écrit et publié, fait des recherches sur en particulier sur les services secrets soviétiques en Ukraine, également qui a publié toute une série de travaux sur un livre en particulier, une série de recueils de documents sur les violences contre les populations civiles en Ukraine, perpétrées à la fois par les nazis et par les soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. À côté de lui, Alexandre Gourianov, qui est historien, qui préside le Centre d'études et d'éducation de Mémorial à Moscou, et dont il est dont il est le président, et qui est le grand spécialiste des minorités et en particulier des répressions contre les Polonais et les minorités nationales polonaises, donc en URSS, depuis les années 30, 40, et qui coordonne un grand programme de publication de dizaines de volumes de documents sur les répressions contre les Polonais en collaboration avec le Centre Karta de Varsovie. Et Alexandra Polivanova, qui est historienne, qui a une formation à la fois donc, à Stockholm, aux États-Unis, et qui est une de nos principales responsables de Mémorial, qui dirige la branche russe de Mémorial aujourd'hui, donc Mémorial Russie, qui regroupe toutes les organisations de Mémorial restées en Russie, et également qui dirige le groupe Média, donc au sein de la nouvelle structure de Mémorial, donc l'Association internationale Mémorial. Donc, je donne d'abord la parole, selon le programme, à Alexandre Podkour, à Roman Podkour, voilà, qui va donc nous parler des opérations nationales en Ukraine sur une assez longue durée. Avant de vous parler des répressions sur la base ethnique, j'aimerais bien noter que depuis 2020, le territoire de la République populaire d'Ukraine, qui avait été proclamé en novembre 1917, est occupé par la Russie soviétique. L'Ukraine soviétique, créée par les bolcheviks, était nationale dans sa forme, mais pas dans son essence, dans son cœur. Pour parler des répressions contre les nationalités, les communautés ethniques, je vais utiliser le terme opération nationale. J'interprète ce terme au sens large, comme un ensemble de mesures prises par le Parti soviétique, les tribunaux, les procureurs, les agences de sécurité, pour dénationaliser, russifier et soviétiser la population non russe de l'Ukraine, tout d'abord, pendant toute la durée
de son existence. Le régime communiste, après avoir pris le pouvoir en Russie et occupé la République populaire d'Ukraine, a commencé à manipuler la question nationale. Le droit des nations à l'autodétermination proclamé par les bolcheviks, en fait, a toujours été subordonné au principe de la dictature du prolétariat, la base du nouvel État. Au début des années 1920, le principal opposant au régime bolchevique en Ukraine était l'insurrection nationale, qualifiée de mouvement de Petlura par les bolcheviks ou de nationalisme bourgeois ukrainien. À partir de la seconde moitié des années 40, ce mouvement avait été stigmatisé par les autorités soviétiques comme le nationalisme bourgeois de Bandera. Et contrairement à cette insurrection des années 1920, les bolcheviks ont annoncé le processus d'indigénisation. Ce processus a abouti à un système bureaucratique et à l'utilisation très large de la langue ukrainienne. Et cependant, sous ce slogan, les bolcheviks ont introduit l'idéologie communiste et les idées de bolchevisme russe dans la population ukrainienne. Les bolcheviks ont renoncer à l'idée d'un État ukrainien indépendant dans les lieux de résidence des communautés nationales juives, polonaises, grecques, etc. Ce processus d'indigénisation tenait compte de leur tradition et de leur langue. Et dans les bureaux de parti, ils ont créé des agences pour travailler avec les minorités nationales. Ce processus a contribué à la croissance de l'identité nationale. Des groupes ukrainocentriques sont apparus, l'idée de l'indépendance est apparue, ce qui a été interprété par Staline comme une manifestation de nationalisme bourgeois ukrainien et une tentative de détruire l'URSS. C'est pourquoi le NKVD a falsifié les affaires criminelles contre les groupes nationalistes en Ukraine et organisé des processus pour intimider les partisans de l'indépendance de l'Ukraine. L'un des résultats de la politique d'indigénisation a été l'identification des gens avec une position active qui ont été ensuite tués dans le courant des années 1920-1930. Les agences de sécurité ont ciblé les citoyens qui s'identifiaient comme des représentants de nations particulières plutôt que comme les personnes soviétiques. La liquidation du mouvement sioniste a été une autre direction du travail des bolcheviks. D'après Carlson, le chef directeur de GPU en URSS, 3/4 de la population juive supportait le mouvement sioniste. Ça veut dire que la lutte contre le sionisme était en fait une lutte contre cette minorité nationale. C'est aussi motivé par l'aspect géopolitique. Au milieu des années 1930, le parti a décidé de liquider les Ukrainiens comme une communauté nationale. Les écoles ont été russifiées, tandis que les écoles polonaises, juives, grecques, allemandes ont été ukrainisées sous prétexte d'un trop petit nombre d'élèves. Les institutions scientifiques, éducatives, ukrainiennes, polonaises, juives et grecques ont été liquidées. Et la politique répressive a dépassé la sphère culturelle et éducative. Dans les années 1935-1936, des déportations massives de la population des zones frontalières ont eu lieu pour créer une sorte de zone de sécurité politique. Dans les zones frontalières, les Polonais ont été déportés ainsi que des gens politiquement peu fiables. Pendant la Grande Terreur des années 1937-1938, Staline
croyait que la cinquième colonne existe non seulement parmi les groupes ethniques considérés comme hostiles à l'URSS, les Allemands par exemple, mais aussi parmi d'autres nationalités qui pouvaient faire cession de l'URSS. Les répressions sur la base ethnique et nationale contre les Allemands, contre les Polonais, ne connaissaient pas de limite. Les bureaux régionaux de NKVD avaient l'autorisation d'arrêter n'importe combien de personnes sur la base ethnique et nationale. Et ils en ont profité pour prouver leur loyauté politique autant que pour démontrer une bonne performance dans leur travail. Donc, les arrestations ont été massives. Par exemple, il y avait peu de Polonais dans la région et le département de police de Donetsk a commencé à arrêter les Ukrainiens parce que les noms ukrainiens et polonais se ressemblaient très souvent. Il faut souligner qu'il n'y avait pas de répression sur la base d'appartenance à l'ethnie russe. Les agences de NKVD de l'URSS vérifiaient les listes des NKVD régionaux avant de les envoyer au procureur de l'URSS et au commissaire du peuple aux affaires intérieures. À partir du septembre 1938, les peines ont été déterminées par les troïkas régionales. Et les condamnations à mort variaient selon la nationalité de 70 à 75%. De tous les cas, les critères formels d'arrestation, c'était la participation dans des partis politiques nationaux, le fait d'avoir des parents et de la famille à l'étranger ou le fait d'avoir séjourné à l'étranger. La base ethnique, comme un facteur aggravant, était aussi présent pendant d'autres opérations des forces spéciales, par exemple dans les opérations contre les koulaks, les militaires qui avaient combattu pour l'Ukraine indépendante ont été visés. Par exemple, pendant l'opération contre les koulaks, même les Russes, qui étaient des opposants politiques aux bolcheviks, avaient été arrêtés. Donc les Russes qui faisaient partie de l'armée impériale des Russes blancs. La lutte contre le nationalisme bourgeois ukrainien s'est poursuivie pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Les principaux opposants au régime soviétique étaient l'Organisation des nationalistes ukrainiens et l'armée insurrectionnelle ukrainienne. Leur principal but, c'était créer un État ukrainien indépendant, un crime selon la position officielle de l'URSS. Donc les membres de ces organisations étaient des criminels et selon le code pénal, non seulement les membres de ces organisations devaient être punis, mais aussi les membres de leur famille. Des dizaines de milliers de combattants pour l'indépendance ont été tués. Les collaborateurs avec le régime nazi étaient considérés moins dangereux comme ceux qui avaient été appelés nationalistes. Ce sont eux, les collaborateurs, qui ont fait partie des contingents des camps spéciaux. Pendant les travaux des commissions de révision des cas des personnes condamnées pour des crimes contre-révolutionnaires, les cas des collaborateurs et des nationalistes ont été étudiés. Les collaborateurs ont été amnistiés. Les leaders de l'URSS considéraient les actions des collaborateurs comme une forme d'adaptation typique à la situation. Leur motivation était claire, c'était nécessaire pour survivre. Il n'y avait aucune motivation politique dans leurs actions. Toutefois, les membres du mouvement national ukrainien
avaient d'autres motivations. Et, les positions ont commencé à changer dans les années 60 et 70 seulement. Dans les pays baltes, c'était les mêmes scénarios. Les dissidents de la fin des années 1950-1980 eux aussi ont été dangereux. Ils avaient agi contre l'idéologie officielle, mais ils étaient unifiés par le fait qu'ils comprenaient la nécessité de changement, d'arrêter la russification, de développer les valeurs démocratiques et d'assurer les besoins des communautés nationales. Les dissidents soulignaient que le pouvoir dans le pays était effectivement accaparé par les bureaucrates. Les dissidents, il n'y avait pas beaucoup de dissidents en Ukraine soviétique, quelques centaines peut-être, mais ils continuaient la tradition née au début du XXe siècle. Ainsi, les opérations nationales du régime communiste visaient à dénationaliser et à russifier la société ukrainienne pour la priver de sa capacité à construire un État. Cette politique concernait non seulement les Ukrainiens, mais aussi les représentants des autres communautés nationales d'Ukraine. L'idéal du régime communiste, c'était un homme soviétique. D'une part, l'appartenance nationale, l'appartenance ethnique, c'était un anachronisme pour le régime. D'autre part, un homme soviétique, c'était un homme soviétique russe. Dans la hiérarchie des cultures nationales, c'était la langue russe qui était reconnue comme une langue élevée, une langue standard pour tous les peuples de l'URSS. Le peuple russe était considéré un frère aîné pour tous les autres peuples qui faisaient partie de l'URSS. La propagande soviétique utilisait des slogans d'internationalisme et de fraternité pour couvrir leur programme de répression contre les nationalités. Aussi, c'est pour ça qu'ils supportent l'idée pour créer un État indépendant ukrainien. Après la chute de l'Union soviétique en 1991, une fenêtre d'opportunité ne s'est pas ouverte soudainement ou par hasard pour les Ukrainiens, les Lituaniens, les Lettons, les Estoniens et d'autres peuples de l'URSS. Cette opportunité a été ouverte pour de diverses raisons économiques et politiques, y compris par une longue lutte pour l'indépendance. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Roman, pour ce survol très précis, mais d'une très grande période, donc des formes de répression des différents types de nationalisme ukrainien, qui soient qualifiés de bourgeois, de pétlouriens, de bandéristes ou d'autres. Donc on reviendra sur justement à la fois cette permanence et ces diversités des formes de lutte contre le nationalisme ukrainien et se demander pourquoi l'Ukraine était spécifiquement, dans quelle mesure elle était aussi spécifiquement visée.